Bonjour chères étudiantes, bonjour chers étudiants. Je vais vous présenter dans cette vidéo les provisions pour dépréciation. C'est le chapitre 2. Nous avons déjà abordé dans le chapitre 1 les amortissements pour dépréciation. Il s'agit d'un cours qui rentre dans le cadre du module Comptabilité financière 2 destiné aux étudiants de première année en système d'information et management d'entreprise de la filière management à l'Institut supérieur d'ingénierie et des affaires ISGA, campus de Rabat. Nous allons présenter la définition et les écritures de constitution. Alors pour la définition, la provision pour dépréciation est une écriture comptable, c'est la constatation comptable de la perte probable subie par un élément d'actif. D'accord, c'est la dépréciation de valeur d'un élément d'actif. Nous avons déjà vu l'amortissement et aujourd'hui on va voir la provision. La différence, c'est que l'amortissement est une écriture comptable constatant la dépréciation définitive, irréversible, prévisible concernant une immobilisation. Dépréciation définitive. Quand on achète un camion, dès qu'on l'achète, on prévoit que la valeur de ce camion va se déprécier avec le temps. Même si le camion n'est pas utilisé, il va perdre sa valeur en raison de l'usure, du temps et ainsi de suite. Et cette dépréciation de valeur du camion, de l'immobilisation, elle est irréversible. On ne peut plus la modifier, elle est définitive. Bien. Concernant la provision, eh bien, il s'agit d'une écriture comptable constatant la perte probable d'un élément d'actif. Ça peut être une immobilisation, mais ça peut être aussi un élément d'actif circulant, soit les stocks, soit des créances, soit des titres et valeurs de placement, soit des comptes de trésorerie. Alors nous allons voir quelles sont les principales catégories de provisions pour dépréciation. Alors, comme j'ai dit, donc ça peut concerner une immobilisation, ça peut concerner un élément stocké, ça peut concerner des titres, soit des titres à long terme, donc des immobilisations financières, soit des titres et valeurs de placement détenus à court terme, soit des créances, principalement les créances clients, d'accord, et des comptes de trésorerie. Alors, nous allons passer en revue assez rapidement ces différents éléments. Peut-être qu'on va s'attarder sur les créances et notamment les clients. Alors, je rappelle ce schéma qui nous présente les principales provisions pour dépréciation. Je vais présenter d'abord les immobilisations. Je donne un exemple classique, c'est un terrain. Un terrain est inondé à la date d'inventaire, au moment où on passe les écritures de régularisation de fin d'exercice, eh bien, le terrain est encore inondé, les eaux ne se sont pas retirées et on va estimer quelle est la perte probable de ce terrain qui peut-être va être plein de crevasses, de fossés, de fissures, des parts de terrain qui sont peut-être qui vont être totalement inutilisables et ainsi de suite. Alors, c'est une perte qui n'est que probable parce que les eaux ne se sont pas retirées, on ne connaît pas encore la perte définitive et donc cette situation eh bien, justifie la constitution d'une provision pour dépréciation de ce terrain. Nous verrons par la suite, dans d'autres vidéos, la signification de la provision qui est constituée. Pour l'instant, on va voir tout simplement les principales provisions pour dépréciation, les comptes à utiliser et les premières écritures de constitution. De manière générale, lorsque la dépréciation de la valeur d'une immobilisation, qu'elle soit amortissable, par exemple des bâtiments,
ou non, par exemple le terrain. Eh bien, lorsque la dépréciation de la valeur de l'immobilisation n'est que probable, on constitue alors une provision pour dépréciation et non un amortissement, parce que la perte n'est que probable. J'ai parlé de bâtiments, ça serait la même chose. On peut s'imaginer qu'à la fin de l'exercice, eh bien, une construction est inondée, il y a de l'eau à 1 mètre, 2 mètres des murs, les murs vont connaître une érosion et les eaux ne se sont pas retirées et au moment de l'inventaire, eh bien, on peut faire une estimation de la perte que va subir la valeur de cette construction. Ce n'est alors qu'une perte probable et donc ça justifierait la constitution d'une provision pour dépréciation sur les bâtiments. Alors dans notre schéma, on a juste après les stocks. Provision pour dépréciation des stocks. Je donne l'exemple d'une matière première. D'accord? Bien, on a une certaine quantité de matière première, un certain nombre de kilos. Chaque kilo a été acheté à 1000 dirhams. Et au moment de l'inventaire, donc à la fin de l'exercice, on constate que le prix de cette matière première sur le marché de cette matière première n'est que de 800 dirhams. Alors que nous, on a acheté chaque kilo à 1000 dirhams. Donc, si on voulait vendre cette matière, ce stock, aujourd'hui, à la fin de l'exercice, à l'inventaire, eh bien, on réaliserait une perte de 200 dirhams. Mais on n'a rien vendu. La matière première est encore en stock. On est en train de faire l'inventaire. Et donc, il y a une perte probable. Si la situation ne change pas dans l'avenir, eh bien, si on avait à utiliser cette matière, eh bien cette matière, sa valeur sur le marché n'est que de 800 dirhams, alors que nous, on l'a acheté à 1000 dirhams. Donc il y a une perte probable de 200 dirhams sur chaque kilo de cette matière. Eh bien, cette perte probable justifie la constitution d'une provision pour dépréciation du stock. De manière générale, lorsque, au moment de l'inventaire, la valeur réelle d'un stock est inférieure à son coût, ça peut être des marchandises, des matières premières, des matières consommables, des fournitures, des produits finis, des emballages. Lorsque la valeur réelle du stock est inférieure à son coût, l'entreprise doit constituer une provision pour dépréciation de ce stock. Alors après les stocks, nous avons les titres. Nous pouvons considérer soit des titres de participation, exemple des actions qui sont détenues par l'entreprise à long terme, de manière à ce qu'elles puissent influencer la politique générale de la société émettrice, ou bien des titres et valeurs de placement, c'est-à-dire par exemple des actions qui ont été achetées par l'entreprise pour les revendre à brève échéance, à court terme, dans un but spéculatif afin de réaliser un gain et de faire fructifier des excédents de trésorerie. D'accord? Donc, on va supposer des actions, d'accord, qu'on avait achetées à 500 dirhams l'une, et à l'inventaire, on constate que le cours boursier n'est que de 400 dirhams. Alors, la perte probable est de 100 dirhams par action. Ces actions, on ne les a pas vendues. Elles sont toujours en possession de l'entreprise. C'est l'entreprise qui les possède. On ne les a pas vendues. Mais quand on compare le prix d'achat de chaque action et sa valeur en bourse à la fin de l'exercice, on constate qu'il y a une dépréciation de 100 dirhams. Et c'est une perte probable. Et bien, cette perte probable justifie la constitution d'une provision pour dépréciation. Et de manière générale, donc, lorsque le cours boursier d'un titre est inférieur à son prix d'achat, l'entreprise doit constituer une provision pour dépréciation. Mais maintenant, il ne faut pas se limiter au cours boursier du 31 décembre, parce que le cours boursier varie chaque jour. Peut-être que ici, dans notre cas, le cours boursier au 31 décembre, il est de 400 dirhams, mais peut-être le 29 décembre, il est de 405 dirhams, peut-être le 28 décembre, il est de 378 dirhams, d'accord? Et donc, c'est pour cela que on prend en considération le cours boursier moyen du mois de décembre.
c'est-à-dire la somme des cours boursiers journaliers de décembre divisé par le nombre de jours qui est 31. Et donc, on a un cours boursier moyen. Et c'est ce cours boursier moyen qui va nous permettre d'estimer est-ce qu'il y a une perte probable ou non sur la valeur des titres que l'on possède. Après les titres, nous avons les créances. Alors, les créances, nous avons donc les créances de l'actif circulant, c'est la rubrique 34. Nous pouvons avoir des créances sur certains fournisseurs, débiteurs, le cas d'acompte versé, le cas de créances sur emballage à rendre. Bon, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Nous avons la plupart des créances, c'est des créances sur nos clients, hein, les plus fréquentes, les plus importantes au niveau de la valeur. Nous pouvons avoir des créances sur les personnels. On peut leur accorder un acompte, une avance sur salaire qui est un prêt, hein, et on peut avoir des créances sur l'État, sur les associés, et puis même on peut avoir des créances sur d'autres débiteurs, par exemple le cas où on vend une immobilisation, une fourgonnette ancienne qui est déjà amortie, ben on l'a revendue avant la fin de la durée d'utilisation probable, et la personne qui a acheté cette fourgonnette, eh bien, on lui a accordé un crédit, et peut-être maintenant cette créance, eh bien, on a des doutes qu'on la récupère totalement. Et cette personne à qui on a vendu la fourgonnette, ce n'est pas un fournisseur, ce n'est pas un client, il ne fait pas partie de notre personnel, c'est un autre débiteur. Voilà, c'est des créances. Mais c'est surtout les créances sur les clients qui sont les plus importantes et qu'on aborde dans presque tous les cours, dans tous les bouquins. On ne parle que des clients. Mais attention, on peut avoir d'autres créances qui ne concernent pas les clients. Et des créances à court terme, mais aussi des créances à long terme. D'accord? Un prêt immobilisé, un dépôt et cautionnement versé, et ainsi de suite. Alors, nous allons présenter pour les clients, d'accord, le cas des clients, puisque c'est le plus important. Je dis toujours que dans l'entreprise, on distingue 3 catégories de clients. Voilà. Hein, ça me fait rappeler un petit peu un film western avec Clint Eastwood, Lee Van Cleef et tout cela. C'est le bon, la brute et le truand. Et donc, nous avons 3 catégories de clients. On a les bons clients, c'est les clients solvables. Avec cela, il n'y a pas de problème. Jamais on a eu de problème avec eux. Et même s'il y a eu un incident de paiement avec l'un d'eux, eh bien, cet incident a été résolu rapidement. Il n'y a pas eu de problème. Mais, donc, c'est des clients solvables. C'est les bons. Et puis, il y a les bruts. C'est les clients totalement insolvables. Ils ne nous ont pas prévenus, c'était des clients corrects, et puis hop, un beau jour, eh bien, on apprend qu'ils sont totalement insolvables, on ne pourra plus recouvrer ou récupérer notre créance sur ces clients. Le client a disparu parce qu'il a laissé une adresse erronée, un numéro de téléphone erroné, donc on n'arrive plus à le retrouver, ou bien il s'est enfui, la gendarmerie royale est en train de le chercher depuis 6 ou 8 mois, peut-être que, on ne sait pas. Et donc, c'est, comme j'ai dit, c'est une brute, c'est quelqu'un qui vraiment te donne un coup dur. Avec cela, il faut couper, hein, ça y est, la relation est terminée. On verra le cas de ces clients totalement insolvables, comment on va les traiter en comptabilité. Et puis, il y a le truand, c'est-à-dire le lâche. C'est un client qui, tantôt, il te dit oui, ça y est, n'aie pas peur, puis un jour, il ne te répond pas, et puis il te donne des versions différentes. Il est avec toi, il est contre toi, il est là, il n'est pas là. Donc, c'est des clients douteux ou litigieux. Ce qu'il faut comprendre dès maintenant, c'est que ces 3 catégories de clients, pour l'instant, ils sont inscrits dans le compte 3421 clients, qui est le compte clients normaux, notamment pour les nouveaux clients douteux. Très bien. Alors, les clients solvables, on va les laisser dans le compte client 3421. Mais les clients totalement insolvables, on va les retirer du compte client, qui est un actif.
Et cet actif, on ne va plus le récupérer. La créance est totalement insolvable. Donc, on va faire sortir le montant de la créance, TTC, du compte client, et on va débiter un compte de charge parce qu'on a perdu cette somme. Et comme je vous avais dit dans une vidéo précédente, quand on dit charge, c'est une perte pour l'entreprise. D'accord? Et les clients douteux ou litigieux, c'est la même chose. Nous allons avoir, alors, nous allons retirer la créance sur ces clients du compte client 3421 et on va les enregistrer dans un autre compte qu'on va appeler client douteux ou litigieux, le 3424, pour mieux les suivre, notamment par le biais de notre service de recouvrement. Alors nous allons voir donc catégorie par catégorie. Seulement, avant peut-être, je vais faire une petite distinction au niveau des clients douteux et litigieux. Un client est litigieux, c'est-à-dire qu'il peut payer, mais il conteste le montant de notre créance. Nous, on dit qu'il doit payer 54 000 dirhams et lui nous dit non, moi je dois payer que 45 000. Vous avez inversé le 5 et le 4. Nous, on dit non, tu dois payer 54 000. Lui nous dit non, 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 moi je ne dois payer que 45 000. Et on est en litige avec lui. Et peut-être le litige, il est devant les tribunaux. Mais on va l'isoler, on va le retirer des clients et on va le mettre dans un compte client douteux ou litigieux pour mieux suivre le dénouement de cette affaire avec ce client litigieux. Un client douteux maintenant, c'est un client qui peut-être veut payer, mais il n'a pas les moyens de payer. Il est en situation de cessation de paiement, de difficulté. Il est poursuivi devant la justice par sa banque, par d'autres créanciers, et il a des difficultés. Et peut-être que on va récupérer le tiers, la moitié, les trois quarts de notre créance. Voilà, c'est pour cela qu'il est douteux. Il n'est pas totalement insolvable. Oh, il se peut qu'on récupère un certain montant de notre créance. Alors nous allons passer donc catégorie par catégorie. Donc d'abord les clients solvables. Alors pour ces clients-là, aucun problème de paiement n'est posé et donc il est inutile de constituer une provision. Il n'y a pas de problème avec cela. Très bien. On va passer maintenant aux clients totalement insolvables. Alors, lorsqu'on apprend qu'un client est totalement insolvable, ce n'est pas la peine de constituer une provision. Parce que la perte, elle n'est pas probable. La perte, elle est définitive, elle est certaine. D'accord? Voilà. Lorsque l'entreprise apprend qu'un client est totalement insolvable, il est inutile de constituer une provision car le montant de la perte est certain et définitif. Alors, dans ce cas-là, eh bien, on va supprimer notre créance de l'actif, donc on va créditer le compte client 3421 et on va, alors c'est une créance qui est TTC parce que quand on a vendu à ce client, on lui a vendu par exemple des marchandises, donc la valeur hors taxe des marchandises, et puis on a facturé la TVA, c'est la TVA facturée et qui est une dette envers l'État. Et donc nous, qu'est-ce qu'on perd? On perd la valeur des marchandises vendues. Donc la perte, c'est la créance hors taxe. Or, la taxe, puisque nous sommes un intermédiaire fiscal entre l'État et nos clients, eh bien, la TVA, on va l'annuler. Comme le client ne va plus payer, donc nous, on n'a plus de dette envers l'État, on ne va pas donner de TVA à l'État parce qu'on n'a pas encaissé notre créance. Donc, dans ce cas, le montant hors taxe de la créance irrécouvrable constitue une perte d'exploitation enregistrée parmi les charges dans le compte 618.2 perte sur créance irrécouvrable. Alors, les clients achètent, ça concerne les ventes, ça concerne notre exploitation. On va considérer donc ces pertes comme étant des pertes d'exploitation. Alors, il y a un autre compte concernant des pertes considérées non courantes, hein, et donc ces créances devenues irrécouvrables. Bon, ça peut-être on en parlera par la suite. Pour aujourd'hui, on se focalisera sur ce compte
qui est le premier compte qu'on aborde maintenant dans ce chapitre 2 sur les provisions, c'est le 618.2. 618, c'est autres charges d'exploitation. 2, c'est pertes sur créances irrécouvrables. Eh bien, on y inscrit au débit le montant de la créance hors taxe, la créance irrécouvrable qu'on ne peut plus recouvrer. Et pour la TVA, il faudra l'annuler. Donc, il faudra aussi annuler la TVA qui avait été facturée et qui ne sera plus encaissée. Et donc, puisqu'on ne va plus l'encaisser, on ne va pas la donner à l'État. OK? Bien. Alors, on va donner un exemple. Le client Njari, il avait une dette envers nous. Nous avions une créance sur lui de 1200 dirhams TTC, TVA 20%. Donc, quand nous avons le TTC et quand le taux est de 20%, pour retrouver le hors-taxe, il faut diviser par 1,2. Ça nous fait 1200 sur 1,2, ça fait 1000 dirhams, le hors-taxe. Et la TVA est de 200 dirhams. Alors, ce client nous devait payer depuis le mois de mars. Peut-être on lui avait donné un délai de crédit de 1 mois, de 2 mois, hein, mais depuis le mois de mars, on a une créance sur ce client. Et à la fin de l'exercice 2019, eh bien, on constate qu'il est totalement insolvable. Alors, on va rappeler l'écriture qui a été déjà passée au mois de mars lorsqu'on lui a vendu. Donc, on a un compte de vente de marchandises, état TVA facturé, et puis le compte client. Le compte client a été débité du TTC, 1200 dirhams. Dans ce TTC, nous avons la valeur des marchandises vendues, c'est le hors-taxe, 1000 dirhams au crédit du compte vente, et 200 dirhams dette envers l'État au titre de la TVA facturée. Bien. Alors, à la fin de l'exercice, on constate que cette créance est totalement irrécouvrable. Le client est totalement insolvable. Alors, on reprend la situation. Nous avons le compte client, débité de 1200. C'est la créance irrécouvrable. Nous avons une dette envers l'État de 100 dirhams. Voilà. On a une créance et on a une dette. On a une créance sur le client pour 1200 dirhams et on a une dette envers l'État de 200 dirhams. La créance, on ne va plus l'encaisser, donc on va l'annuler. Voilà, le compte client est soldé. Et la dette envers l'État, 200 dirhams, puisque le client ne va pas payer, on va annuler cette dette. Voilà. Et le compte, pour cette opération, bien sûr, est soldé. D'ailleurs, même pour le compte client, je raisonne que sur le client Njari. Mais si on a d'autres clients, le compte client n'est pas soldé. On a encore d'autres créances, notamment les bons clients. D'accord? Bien. Même chose pour la TVA facturée sur d'autres clients. Mais pour cette opération concernant Njari, les opérations sont soldées, les comptes sont soldés. Maintenant, nous avons 1200 crédits et 200 au débit, il faut débiter 1000 dirhams. Alors, si on débite 1000 dirhams ici, on débite le compte vente de marchandises, ça va créer une confusion. On va croire par la suite qu'il y a eu un retour sur vente de marchandises. Parce que quand on avait vu la facture avoir, on avait vu que la facture avoir est établie dans 3 cas principaux. Le retour de marchandises vendues, ou d'articles vendus, la réduction accordée a posteriori hors facture douane, d'accord, et le retour d'emballage vide par le client. Et donc, quand il s'agit d'un retour de marchandises vendues, on débitait vente, le compte vente diminuait. Donc là, si on met les 1000 dirhams de la créance irrécouvrable au débit du compte vente, on va croire que le client Njari nous a rendu les marchandises. Or, ce n'est pas le cas. Le client Njari a conservé les marchandises. Peut-être il les a mangées, il les a utilisées dans ses ateliers, il les a revendues, on ne sait pas. Mais il ne les a pas retournées. Il les a gardées, mais il ne nous paiera plus. Et donc, on a perdu. Et donc, c'est une charge. Et on va enregistrer cette charge dans le compte qu'on a vu tout à l'heure, 618.2, perte sur créance irrécouvrable au débit 1000 dirhams. Et donc, nous avons dans le CPC un produit, c'est vente de marchandises au Maroc, 1000 dirhams. Et dans les charges, eh bien,
1000 dirhams, perte sur créance irrécouvrable. Donc la vente ne sera plus considérée comme un bénéfice, parce que je vous ai dit dans une vidéo précédente, quand on dit charge, c'est une perte, quand on dit produit, c'est un revenu, c'est un bénéfice. Et après, quand on compare les produits et les charges, on voit quel est le résultat, quel est le bénéfice net ou la perte. Et là, donc, on avait enregistré les ventes qui va augmenter notre résultat. Maintenant, on annule cette vente parce qu'on l'a pas, on n'annule pas la vente. On contrepasse, hein, on annule l'impact de cette vente en débitant un compte de perte dans les charges. Bien. Alors finalement, au journal, ce que je veux que vous reteniez aussi, c'est que à la fin de l'exercice, puisqu'on est à la fin de l'exercice, donc ici, les comptes qui se présentent à droite, ici, eh bien, avant de passer cette écriture dans les comptes, on doit passer l'écriture au journal. Et donc voilà, ce que je veux que vous reteniez, c'est l'écriture au journal. Voilà, au 31 décembre, puisqu'on est dans les provisions, les travaux d'inventaire, on doit débiter perte sur créance irrécouvrable le hors-taxe, la TVA facturée pour l'annuler à 200 dirhams, et on fait sortir la créance du compte client de son montant TTC. Bien. Alors, il y a un cas particulier, hein, exceptionnel, c'est le cas où un client qui était déclaré insolvable, sa créance a été soldée, et puis, eh bien, quelques mois après, dans l'année suivante, l'exercice suivant, il vient et il nous règle. On peut supposer par exemple le cas de Mjari, voilà, eh bien le 15 avril 2020, il vient et il nous règle 600 dirhams en espèces, alors qu'on avait soldé son compte le 31 décembre 2019, c'était la créance de 1200 dirhams qu'on vient de voir tout à l'heure. Il nous a réglé 600 dirhams. Alors je rappelle d'abord la créance qui a été soldée, la voici. L'écriture qu'on a passée à la fin de 2019, c'est l'écriture en rouge. On a crédité le compte client et donc le compte client est soldé, d'accord? Et puis 1000 dirhams, c'est la perte de l'exercice 2019, relative, qui incombe à l'exercice 2019, et on a annulé la TVA. Et maintenant, il est venu et il a payé 600 dirhams. Si l'entreprise est une entreprise citoyenne, honnête et tout cela, donc elle va donner à ce client un justificatif de paiement et puis elle va enregistrer dans la comptabilité. Sinon, eh bien, on va toucher ces 600 dirhams, on va les mettre dans notre poche et on va se taire. Alors, imaginons qu'on va passer l'écriture dans la comptabilité. Dans ce cas-là, donc on va passer le 15 avril l'écriture de règlement. Il y a 600 dirhams qui rentrent en caisse. Voilà. Dans ces 600 dirhams, eh bien, au regard de l'État, s'il y a un contrôle fiscal et financier de la part de l'État, on va nous dire vous avez touché 600 dirhams du client. Mais le client, il avait une dette TTC de 1200 dirhams. Maintenant, vous payez la moitié. Ben, dans cette moitié, ben, elle est TTC. Il y a un peu de votre marchandise et un peu de la TVA, de mon impôt. Et donc, quand on va diviser par 1,2 les 600 dirhams, on va trouver 500 dirhams le hors-taxe et la TVA 100 dirhams. Alors, le hors-taxe, c'est notre argent à nous, les 500 dirhams. Mais d'où nous vient-il? Est-ce que c'est le client? Eh bien non, ce n'est pas le client qui a payé. Est-ce que le compte client est soldé? Est-ce qu'on a vendu? Mais non, la vente avait eu lieu en mars. Donc c'est quoi? Eh bien, ça a un caractère exceptionnel. C'est un client, on avait soldé son compte, on l'avait supprimé, façon de parler, on avait annulé toute notre créance dans la comptabilité, tout ça, mais il y a toujours une traçabilité. Mais ça y est, hein, on avait régularisé ce compte client. Et il est venu, il nous a payé. Alors, c'est non courant et c'est le compte que vous avez en gras ici en haut. C'est le 7585 qui s'appelle rentrée sur créance soldée. Rentrée sur créance qui avait été soldée. Eh bien, c'est ce compte-là qui va être crédité du hors-taxe 500 dirhams. Et les 100 dirhams eh bien, qui restent, c'est une TVA à
payer à l'État. Voilà. Parfait. Bon, il ne faut pas en faire toute une histoire. J'ai présenté ça parce qu'on les retrouve dans certains cas et ainsi de suite dans certains bouquins, mais ce n'est pas le plus important. Il faut toujours revenir à repérer ce qui est le plus important, l'essentiel, et voilà ce que je voulais dire. Bon, mais voilà. Bon, maintenant, quand on a un client totalement insolvable, on a soldé son compte et par la suite il vient, il nous règle, eh bien on va utiliser un compte de produit non courant qui est rentrée sur créance soldée. Alors, nous allons passer maintenant à la troisième catégorie des clients, c'est les clients, les truands, les lâches, c'est les clients douteux ou litigieux. Alors, je rappellerai, pour les nouveaux clients douteux ou litigieux, ils sont encore inscrits dans le compte client ordinaire 3421. Et bien maintenant, on va les retirer de ce compte client. On va laisser dans le compte client 3421 que les clients solvables, les bons clients. On a déjà retiré les clients totalement insolvables, on a constaté la perte sur créance irrécouvrable. Maintenant, ces clients douteux ou litigieux, on va les retirer du compte client ordinaire et on va les enregistrer au débit d'un compte qu'on va appeler client douteux ou litigieux, 3424. Et comme ça, on va mieux les suivre, on va les identifier, on va les suivre pour tout ce qui est recouvrement de ces créances en difficulté, ou qu'on dit aussi créances douteuses, ou on peut les appeler créances en souffrance. Alors, on va aborder donc cette troisième catégorie. Et comme je vous ai dit, alors dans ce cas-là, il y a deux actions à faire au niveau de la comptabilité. D'abord, on va les reclasser, on va les retirer des clients normaux et on va les mettre dans clients douteux ou litigieux. C'est le reclassement de la créance entière, TTC, toute la créance douteuse. Et ensuite, on va voir quelle est la partie qui semble pouvoir être perdue, hein, la perte probable. Et sur cette perte probable, on va constituer une provision. Voilà, c'est ce que j'ai écrit ici. Lorsqu'un client présente des difficultés de paiement, c'est-à-dire que le recouvrement de notre créance devient incertain, on le reclasse d'abord parmi les clients douteux, puis ensuite, on constitue la provision correspondante à la perte probable hors taxe. Parce que toujours, en ce qui concerne la TVA, je vous ai dit, nous ne sommes qu'un intermédiaire fiscal. D'accord? Bien. Notamment quand la TVA est récupérable. Alors, nous allons donner un exemple, c'est le cas du client Hamzaoui. Il devait nous payer 2400 dirhams TTC, donc 2000 dirhams c'est le hors-taxe, et 400 dirhams c'est la TVA. À la fin de l'exercice, nous pensons que Hamzaoui ne paiera que 1500 dirhams, donc 1500 dirhams c'est ce qu'il va payer total, et donc c'est un montant estimatif, mais TTC, d'accord? Il faudra alors voir dans ces 1500 dirhams qu'est-ce qui est notre valeur, la valeur de nos marchandises et qu'est-ce qui est TVA pour l'État, et alors on constituera une provision. Mais ce n'est pas ce qui m'intéresse maintenant. J'ai donné cette phrase à la fin de l'exercice, nous pensons que Hamzaoui ne paiera que 1500 dirhams pour vous montrer que c'est un client douteux. Il n'est pas totalement insolvable. Il n'est pas solvable, il est douteux. Sur les 2400 dirhams, on pense peut-être qu'il va nous payer 1500 dirhams. Par la suite, quand on abordera les provisions, on verra comment on calculera la provision et comment on va l'enregistrer. Mais maintenant, ce qui m'intéresse, c'est la dernière phrase. Dans ce cas, le client Hamzaoui doit être classé ou reclassé parmi les clients douteux. Et donc, voilà. Alors, écriture de reclassement au journal, eh bien, on va débiter le compte 3424 et on va créditer le compte 3421. 3424 clients douteux ou litigieux et 3421 clients. Hamzaoui devenu douteux. Et le montant, c'est 2400 dirhams, c'est la créance TTC. Toute la créance, tout ce qu'on a comme crédit sur ce client,
hein, et c'est la créance en difficulté, eh bien, on l'enlève du compte client, on laisse que les bons clients et on l'enregistre dans le compte client douteux ou litigieux. Voilà. Alors, dans les comptes, au grand livre, donc nous avons clients, les bons clients. On avait sur Hamzaoui une créance de 2400. Eh bien, on va la virer. Hein, on va la virer, voilà. C'est un virement comptable, une écriture de virement comptable. On va créditer le compte client et on va débiter le compte client douteux ou litigieux. Donc, on fait sortir cette créance de l'actif client, je veux dire du compte client, pardon, et on l'enregistre dans un autre compte d'actifs client douteux ou litigieux dans le poste 342 clients et comptes rattachés. On peut considérer que 3424 est un compte rattaché au compte client. Bien. Alors nous allons voir maintenant la dernière catégorie, c'est les comptes de trésorerie. Alors là aussi, on ne va pas faire toute une histoire, mais on peut on peut constater une perte probable sur nos avoirs déposés en banque ou en caisse. On peut avoir par exemple un litige avec une banque sur le montant de notre dépôt. Et donc, on peut considérer à la fin d'un exercice qu'il y ait une perte probable sur un dépôt dans telle ou telle banque. Il se peut qu'une banque soit déclarée en faillite et cette banque a plusieurs dettes envers plusieurs créanciers et donc notre dépôt, peut-être qu'on ne va pas récupérer tout notre argent qu'on avait déposé dans cette banque déclarée en faillite. Il se peut aussi que nous avons un dépôt dans une banque dans un pays étranger. Et dans ce pays étranger, il y a eu une rébellion, une révolte, une révolution, une action terroriste, et on pense qu'on ne pourra pas récupérer la totalité de nos avoirs déposés dans cette banque. Il se peut aussi qu'on a une entreprise, une succursale, une filiale, une usine dans un autre pays, et dans ce pays, il y a des troubles politiques et militaires, terroristes et tout cela, et que peut-être nos avoirs liquides dans le coffre-fort, dans la caisse de cette usine, eh bien peut-être qu'on ne va pas la récupérer entièrement. Hein? Okay. Et donc, ces situations justifient la constitution de provisions sur ces comptes de trésorerie. C'est ce que j'ai présenté ici. Ces provisions pour dépréciation des comptes de trésorerie peuvent concerner des pertes probables liées à un compte bancaire litigieux ou un compte ouvert dans une banque déclarée en faillite, ou encore à des fonds en banque ou en caisse dans un pays où des troubles politiques pourraient, c'est probable, pourraient rendre impossible le retransfert de ces fonds au Maroc. Alors bon, faut là aussi, c'est pas quelque chose qu'on rencontre tous les jours. D'ailleurs, même au niveau du Code général de normalisation comptable, dans la liste des comptes, dans le plan comptable, eh bien, nous avons la rubrique 59 et le poste 59.0. Il n'y a pas de détails à l'intérieur, ce qui montre le caractère un petit peu secondaire de ces provisions pour dépréciation des comptes de trésorerie. Alors, nous allons aborder maintenant les principaux comptes de provision pour dépréciation. Nous avons déjà vu pour les amortissements qui ne concernent que les immobilisations, donc la classe 2, pour créer le compte d'amortissement, eh bien, on ajoutait un 8 en deuxième position. On a le 23-21 bâtiment, 28-3-21 amortissement des bâtiments. On a le 23-32 matériel et outillage, on ajoute un 8, 28-3-32 amortissement du matériel et outillage. Eh bien, pour les provisions, pour dépréciation, on va ajouter un 9 en deuxième position.
Quand c'est des provisions qui concernent les immobilisations, ça va être 29. Si ça concerne l'actif circulant hors trésorerie, 39. Si ça concerne des comptes de trésorerie, 59. Alors, je vais vous présenter un tableau où on a les comptes d'actifs avec le numéro et l'intitulé du compte et le compte de provision qui est aussi, comme le compte d'amortissement, un compte d'actifs soustractif qui va être crédité. Alors, on commence par le fonds commercial, 22,30. Eh bien, on va mettre 9 en deuxième position et on va alors avoir le 29,23. Le 0 en cinquième position n'a pas de sens, donc ce n'est pas la peine de le traîner avec nous. Hein. On va avoir 29,23. Le 0 en quatrième position, c'est un compte de regroupement. Le 0 en troisième position, c'est un poste de regroupement. D'accord. Mais au-delà du quatrième rang, le 0 n'a pas de sens. Très bien. Terrain, 23,10, 29,31, provision pour dépréciation des terrains. Ensuite, on a bâtiment, matériel transport, matériel outillage, mobilier de bureau, matériel informatique et ainsi de suite. Tout ce qu'on a vu concernant les amortissements, ben, ils peuvent faire l'objet d'une perte probable. Il se peut qu'il y ait une situation où, à la fin de l'exercice, il y a la perte définitive due à l'utilisation, à l'usure, au temps et ainsi de suite, mais il se peut qu'il y ait une situation où on peut estimer aussi qu'il y a une perte probable et on constitue une provision. D'accord? Bon. J'ai parlé des terrains parce que on a vu que pour les terrains, à part les terrains de gisement, il n'y a pas d'amortissement, mais on peut avoir une perte probable sur un terrain, soit l'inondation comme on a vu, ou un réaménagement du territoire, et donc il y a un passage d'une autoroute, et ce qui va peut-être entraîner une dépréciation de cette valeur qui n'est pas encore définitive et certaine. Alors on va continuer avec les prêts immobilisés, d'accord? Ben là aussi, comme je vous ai dit, c'est une créance. C'est une créance à long terme. On a accordé à 4 cadres 300 000 dirhams de crédit pour qu'ils achètent une nouvelle voiture. À ces 4 cadres, on leur a accordé donc 300 000 dirhams remboursables sur 10 ans. D'accord. Et peut-être un de ces 4 cadres, eh bien, il est en difficulté, il est malade, il a des problèmes familiaux, il est poursuivi en justice par sa banque, il fait encore partie de notre personnel, mais il est en difficulté de remboursement de ce crédit qu'on lui avait accordé, et donc on peut constituer une provision pour dépréciation de ce prêt immobilisé sur ce cadre-là. Nous avons les titres, donc il y a 4 principales catégories. Ici, on a les titres immobilisés, ce sont des titres qui sont détenus à long terme, ce sont des titres qui ne donnent pas un droit de propriété, ce sont des droits de créance, mais qui vont être détenus à long terme ou remboursables sur le long terme. Nous avons les titres de participation, ce sont des actions et des droits de propriété dans le capital d'une société émettrice, et ces titres nous permettent de prendre contrôle de la société émettrice et d'influencer les prises de décision, la prise de décision lors des assemblées générales de cette société. C'est des titres de participation. On a les autres titres immobilisés, ce sont aussi des droits de propriété, des titres donc représentant une part du capital, mais ils ne sont pas assez nombreux et ils ne nous donnent pas cette possibilité d'influencer la politique générale de la société émettrice. Alors on a le 29,58. Nous avons les stocks, les marchandises, les matières premières, les emballages, les produits finis, voilà principalement. Et à chaque fois, on a mis le 9 en deuxième position, d'accord? Et puis nous avons les créances sur les clients. Alors là, c'est les clients douteux ou litigieux, d'accord, hein. Donc, le compte d'actifs qui est concerné, ce n'est pas le compte client 3421, c'est le compte 3424, client douteux ou litigieux. Eh bien, à mon avis, on prend ce compte et on lui met en deuxième position un 9 et ça va nous donner provision pour dépréciation des clients douteux ou litigieux. Hein, des comptes clients, d'accord, bien, d'accord. Ce n'est pas le client qui se déprécie, hein, ce n'est pas le client lui-même, son corps physique, hein, c'est le compte client, c'est la créance. Bon. Maintenant, dans le plan comptable,
ce compte ne figure pas. On a le 3942 qui s'appelle provision pour dépréciation des clients et comptes rattachés. Mais à mon avis, pourquoi prendre les clients et comptes rattachés? Dans les clients et comptes rattachés, on a les clients solvables, les bons, c'est le 3421. On a le 3425, c'est les clients effets à recevoir. Et la provision, elle concerne les clients douteux. Si c'est un client douteux, on le reclasse, on l'enlève de client, on le met dans client douteux litigieux. Donc ça concerne, la provision ne concerne pas le compte client 3421. On a 3425 des effets à recevoir. Si une créance matérialisée par du papier commercial, par un effet à recevoir, si cette créance devient douteuse, eh bien elle aussi, on va la virer, on va la faire sortir du 3425 et on va la mettre dans le 3424, client douteux ou litigieux. Et on peut à la rigueur, dans ce 3424, créer des comptes divisionnaires. Le 3424-1, par exemple, client douteux litigieux ordinaire, et le 3424-5, par exemple, client douteux litigieux effet à recevoir. D'accord? Ou client effet à recevoir douteux ou litigieux. D'accord? Donc, ce que je veux dire, c'est que là, on peut y aller directement et rattacher le compte de provision pour dépréciation au compte client douteux ou litigieux. Alors ensuite, nous avons peut-être une créance sur notre personnel à court terme. Il y a eu un acompte, et puis cet acompte, eh bien maintenant, on l'a donné, mais on a des difficultés à le récupérer, à le recouvrer. Peut-être un prêt à court terme, hein, une avance sur salaire. Hein. On est au mois de mars et on donne une avance sur salaire concernant le salaire du mois de juin. Donc, c'est un prêt à court terme. Et par la suite, eh bien, par la suite, on s'est aperçu qu'au mois de juin, ça n'a pas été récupéré. Et puis, finalement, on a une perte probable sur cette avance qui avait été accordée à un employé. D'accord? Alors, voilà, très bien. Bon, on peut rattacher le 8 par la suite, si c'est autre chose. Voilà. 34,8 autres débiteurs, comme je vous ai dit. Hein. C'est quelqu'un à qui on a vendu une camionnette et on lui a donné un crédit. Puis par la suite, eh bien, il a été en difficulté de paiement et finalement, on peut constituer une provision pour dépréciation de cette créance sur un autre débiteur. Les titres et valeurs de placement, donc des actions, des obligations, des bons de trésor à court terme, quand on compare le cours boursier et le prix d'achat, eh bien, on constate qu'il y a une perte probable, donc il faut constituer une provision sur ces TVP. Et puis nous avons les chèques en portefeuille, puisque ça fait partie aussi de notre trésorerie. Hein. J'ai parlé tout à l'heure de la banque et de la caisse, la même chose pour un chèque. Bon, le client nous a remis un chèque, le chèque nous l'avons en portefeuille, mais finalement, ce client, le chèque, on ne peut pas l'encaisser parce que ce client, il est en faillite, il est déclaré, il est poursuivi en justice, et donc on a ce chèque-là, mais peut-être qu'on ne va pas récupérer la totalité de ce chèque. Et donc, il faut constituer une provision sur cet avoir en trésorerie. Très bien. Alors, ce sont des comptes d'actifs soustractifs. J'ai donné donc les principaux. Il y en a d'autres. Hein. Il y a les dépôts et cautionnements versés dans le 2486 et ainsi de suite. Bon, mais j'ai donné les principaux comptes de provision. Ces comptes de provision que nous avons à droite, c'est des comptes d'actifs soustractifs, c'est-à-dire qu'ils figurent à l'actif, mais comme les amortissements pour dépréciation, ils vont être crédités, d'accord? Et maintenant, quand on va les créditer, eh bien, il faudra constater qu'il y a une perte probable, et cette perte probable, eh bien, elle va être enregistrée parmi les charges et dans les dotations, comme on a vu avec les amortissements, soit des dotations d'exploitation le 619, soit des dotations financières le 639, soit des dotations non courantes le 659. Alors, on va voir ça plus en détail. Alors, dans le schéma suivant, nous avons provision pour dépréciation, ça entraîne une diminution de l'actif et une augmentation de charge. Diminution de l'actif,
Donc, c'est les comptes soustractifs. Donc, classe 2, 29. Provision pour dépréciation des immobilisations. 39. Provision pour dépréciation de l'actif circulant hors trésorerie. Et 59. Provision pour dépréciation des comptes de trésorerie. Bien. Alors, quand nous allons créditer ces comptes d'actifs soustractifs, nous allons débiter les dotations. Alors, nous allons avoir 6 comptes de dotation, 2 comptes de dotation d'exploitation. Alors, nous avons déjà vu 3 comptes de dotation d'exploitation, 619.1, 619.2, 619.3. 619.1, DEA de l'immobilisation en non-valeur, dotation d'exploitation aux amortissements de l'immobilisation en non-valeur. 619.2, DEA des immobilisations incorporelles. 619.3, DEA des immobilisations corporelles. Alors on continue. 619.4, DEP, dotation d'exploitation aux provisions pour dépréciation des immobilisations. 619.5, ça concerne ce qu'on appelle les provisions pour risques et charges. On les verra par la suite. Et quand on continue, on a le 619.6, DEP pour dépréciation de l'actif circulant. Dotation d'exploitation aux provisions pour dépréciation de l'actif circulant. Par la suite, on passe aux dotations financières. 3. Alors, ce sont des dotations financières aux provisions. Dans le plan comptable, on a supprimé le qualificatif financière, parce que je vais vous expliquer par la suite, mais moi, dans un but pédagogique, je vais mettre le F pour permettre une analogie avec ce qu'on vient de voir maintenant, les deux comptes, c'est DEP, dotation d'exploitation provision. Et là, on va avoir 639.2, dotation financière aux provisions pour dépréciation des immobilisations financières. Vous voyez avec moi qu'il y a une redondance. Déjà, on parle d'immobilisation financière. Donc, à la rigueur, on peut supprimer le F et dire dotation aux provisions pour dépréciation des immobilisations financières. D'accord? Mais j'ai ajouté le F pour faire cette analogie avec les autres comptes de dotation. Ensuite, on a le 639. Alors, le 639.1, je vous en avais parlé, on ne l'a pas étudié, mais c'est un compte de dotation financière aux amortissements concernant les primes de remboursement des obligations que vous verrez par la suite en comptabilité des sociétés. Mais là, je vais directement au 639.2, les dotations provisions. Ensuite, on a 639.4, dotation financière aux provisions pour dépréciation des TVP. Les TVP, c'est des titres, donc c'est financier, d'accord? Donc, bon, c'est pour cela que dans le plan comptable, on a supprimé le F, mais bon. Et puis, nous avons le 639.5, ça concerne aussi, on verra ça par la suite. De toute façon, il n'existe pas, on en reparlera par la suite. Et nous avons le 639.6 qui concerne provisions pour dépréciation des comptes de trésorerie. Trésorerie, c'est financier. Et enfin, lorsque ce n'est ni l'exploitation ni le niveau financier, ben c'est non courant. On est dans le 659.6, dotation non courante aux provisions pour dépréciation. Donc, on a 2 comptes de dotation liés à l'exploitation, 3 comptes de dotation financière et un compte de dotation non courante. Prenons le cas d'une immobilisation. Nous avons une provision pour dépréciation d'une immobilisation. C'est un terrain, eh bien l'immobilisation elle est non financière. On va utiliser ce compte ici, dotation d'exploitation provision pour dépréciation des immobilisations. Si la dépréciation est considérée liée à l'exploitation. Si elle est exceptionnelle, on va utiliser ce compte ici, dotation non courante aux provisions pour dépréciation. Bien. Si il s'agit d'un prêt au personnel, un prêt immobilisé, ou de titres de participation, ou de dépôt et cautionnement versé, eh bien, ça a un caractère financier et la dotation sera une dotation financière. Donc, je prendrai d'abord le cas
ce qui est normal, courant, hein, je laisserai le cas non courant à la fin. Donc, si on a une provision sur pour la dépréciation d'une immobilisation, soit on débite ce compte 619,4, soit on débite ce compte 639,2. Voilà le schéma. Voilà. Alors, on débite le premier 619,4 lorsque l'immobilisation est corporelle ou incorporelle, et le 639,2 financier si l'immobilisation est financière. Voilà. Alors, pour l'actif circulant, ici, donc, on est dans la classe 3, 31, les stocks, c'est l'exploitation, les clients, c'est l'exploitation, les TVP, eh bien, c'est financier. Et donc, on va avoir ce schéma comme ça. Voilà. Alors, quand il s'agit de stock et de créances, voilà, à court terme, eh bien, on va débiter le 619,6, dotation d'exploitation provision pour dépréciation de l'actif circulant. Si maintenant il s'agit de titres et valeurs de placement, on va débiter le 639,4. Quand il s'agit de chèques en portefeuille, de comptes en banque, de comptes à la trésorerie générale, bon, les chèques postaux, maintenant on parle de banque postale, les avoirs en caisse, eh bien ça concerne le 639,6, dotation aux provisions pour dépréciation des comptes de trésorerie. Lorsque ces dépréciations n'ont pas un caractère courant, c'est-à-dire exploitation financière, eh bien c'est non courant. On va alors créditer un compte d'actifs soustractifs. Voilà. Et on va débiter le 659,6, dotation non courante aux provisions pour dépréciation. Voilà un petit peu la schématisation des comptes à utiliser lors de la constitution d'une provision pour dépréciation. Nous verrons par la suite, de la prochaine vidéo, qu'une fois que la provision est constituée, eh bien, à la fin de l'exercice suivant, eh bien, on va voir qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que la situation s'est dénouée? Est-ce que le client douteux est venu, il a payé? Est-ce qu'on a vendu des titres ou autres? Et peut-être, si l'élément objet de la provision qui a été constituée à la fin de l'exercice 2019, s'il existe encore dans le patrimoine à l'actif de l'entreprise, eh bien, on va voir à la fin de l'exercice suivant, à la fin de 2020, eh bien, on va encore estimer la perte. Est-ce que la perte est toujours du même montant? Est-ce qu'elle s'est aggravée? Est-ce qu'elle a diminué? Est-ce qu'elle a disparu? Et on va voir ce qu'on appellera le réajustement de la provision. Maintenant, ces comptes-là, c'est les comptes pour constituer la provision. Alors, on va passer à un exemple. Voilà. C'est un exemple très simple. On a déjà fait les calculs. On a trouvé qu'à la fin de l'exercice 2019, eh bien, les pertes probables qu'on peut subir sur les éléments d'actifs sont rassemblées dans ce tableau-là. Sur le fonds commercial, on pense perdre 10 000 dirhams. C'est la perte, hein, c'est calculé, ça y est. Sur le stock de marchandises, 600 dirhams. Pour les clients, les créances douteuses sont TTC 5 400 dirhams et on pense perdre 1800 dirhams hors taxe, d'accord? Et ainsi de suite. Alors, passons les écritures nécessaires au journal de notre entreprise. Alors, je vais rappeler le tableau des pertes probables déjà calculées. Alors, sur le fonds commercial, 10 000 dirhams. Le fonds commercial est une immobilisation incorporelle. On va créditer 29 et on va débiter le 619 en considérant que c'est lié à l'exploitation parce qu'on nous a rien dit. Hein. Là où on nous dit que ce n'est pas lié à l'exploitation, c'est au niveau des terrains, c'est ici. Dépréciation non liée à l'exploitation. Et puis pour les autres, on ne nous a rien dit. Donc pour les autres, c'est par défaut lié à l'exploitation. Donc fonds commercial, on va créditer le 29. Le fonds commercial, c'est une immobilisation incorporelle. On est dans le 22. 22.1, immobilisation en recherche et développement. 22.2,
brevet, marque, droit et valeurs similaires. 22.3, fonds commercial. Et le 9, 29.23, 29.2.3, provision pour dépréciation des fonds commerciaux. Et puisque c'est une immobilisation non financière liée à l'exploitation, on va débiter le 619.4. Dotation d'exploitation, provision des immobilisations. On débite 619.4, on crédite 29.23, montant 10 000 dirhams. Alors, par la suite, nous avons stock de marchandises. Alors, le stock de marchandises, on est dans la classe 3, c'est le 311, hein, et donc 39.11, provision pour dépréciation des marchandises, c'est lié à l'exploitation, donc 619.6, dotation d'exploitation provision pour dépréciation de l'actif circulant. 619.6, 39.11, montant 600 dirhams. Par la suite, nous avons les clients. Donc, il y a les créances douteuses. Il faut d'abord les reclasser. Donc, on va débiter 34.24 et créditer 34.21. Voilà, reclassement des créances devenues douteuses. Parfait. Maintenant, alors vous voyez, c'est le 5400 dirhams, c'est le montant TTC de la créance. Bien. On va maintenant constituer la provision hors taxe de 1800 dirhams. Alors, on va débiter 619.6, actifs circulants, et on va créditer le 39.424. Voilà. 619.6, 39.424. 1800. Par la suite, nous avons les titres de participation, c'est financier. Les titres de participation, on est dans le 251, donc 29,51. Il s'agit d'une immobilisation. On va débiter le 639,2. D'ailleurs, le 2 renvoie à l'actif immobilisé. 639,2, dotation financière aux provisions pour dépréciation des immobilisations financières. Et le 29,51, provision pour dépréciation des titres de participation, 4000 dirhams. Par la suite, on a les emballages, c'est des stocks, donc 619.6, actifs circulants. Les emballages, c'est le 312.3 et donc c'est le 39.12.3. Voilà, 612.19.6 DEP pour dépréciation de l'actif circulant et 39.12.3 PPD des emballages. Par la suite, on a les terrains. Alors pour les terrains, la perte probable de 8000 dirhams, on nous dit que ce n'est pas lié à l'exploitation, donc on va débiter le 659.6 concernant les dépréciations non courantes et on va créditer le 29.31. Voilà. Provision pour dépréciation des terrains. Par la suite, on a supposé qu'on a une perte probable de 3000 dirhams sur le matériel de transport. Alors, c'est non financier, c'est corporel, donc 619,4 et 29,34. 3000. Des TVP, c'est financier, 639,4 et 39,50. Et enfin, on a le compte banque. Donc là aussi, c'est de la trésorerie. Donc 639,6 et le 59,141. Voilà. Alors, je vous remercie de votre attention. Il y a encore beaucoup de choses à dire. Il y a des choses que je me suis interdit de dire pour ne pas trop faire dans le discours. Je vous souhaite une bonne lecture de cette vidéo, un bon travail. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo, notamment, comme je vous ai dit tout à l'heure, pour le réajustement des provisions à la fin de l'exercice suivant. Bon courage à toutes, bon courage à tous.